Bonjour à tous, donc voilà, on reprend le cours de physio sur ce chapitre du système musculaire. Alors, donc plus haut, on avait fait une comparaison avec le système nerveux, hein, la fibre nerveuse, en disant mais tiens, on va avoir le schéma d'un nerf et le schéma d'un muscle, et donc on voyait que en termes ici de description anatomique, en tout cas, il y avait des similitudes hein, avec les épinerves, périnerves, etc. Ensuite, on avait été zoomé pour aller voir au plus en plus petit, hein, c'est-à-dire aux sous-unités qui composent le muscle. Et on avait vu donc déjà qu'on avait le muscle en général qui était fait de faisceaux de fibres, qu'on avait une cellule qui était une fibre musculaire qui contenait plusieurs noyaux. Et en réalité, cette fibre musculaire contient plusieurs myofibrilles. Ces myofibrilles sont elles-mêmes composées de différents sarcomères. On a été voir justement la structure des myofibrilles et donc plus précisément des sarcomères en disant ben voilà, un sarcomère ça va d'une ligne Z à une ligne Z. Un sarcomère c'est l'unité de contraction. On a vu que la contraction d'un muscle c'est le rapprochement de ces deux lignes Z. Ces deux lignes Z, elles correspondent au point d'attache ici de filament d'actine. Okay. On a vu qu'ici en mauve, c'était le schéma de la myosine et on a vu que la contraction, c'était bien le glissement de l'actine le long des fibres de myosine, donc l'avancement de cet élément en rouge et donc du coup le rapprochement de cette ligne vers le centre. Okay. Ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, on a des zones plus claires et des zones plus foncées. Les zones plus foncées, c'est évidemment les zones de recouvrement actine-myosine. Quand il y a contraction, du coup, qu'est-ce qui se passe avec cette zone? Elle grandit ou elle diminue? La zone ici, sombre, elle grandit ou bien elle devient plus petite? Alors, cette zone-ci, elle est identique. Par contre, les zones sombres qu'on a ici vont grandir, évidemment, puisque la superposition va être de plus en plus grande, puisqu'elle va vers le centre. Et donc, ici, cette zone H, si vous voulez, c'est une sorte de zone claire. Hein. Et donc, on va avoir différents éléments que vous devez retenir. Premièrement, les lignes Z, lignes d'attache qui vont se rapprocher. Hein, c'est ce qu'on appelle les deux disques qui vont se rapprocher. On va avoir ici ce qu'on appelle un sarcomère, ça vous devez connaître. Et on va avoir la ligne M, okay, qui est tout simplement la ligne de myosine, ligne d'attache de la myosine. Okay. Et on va avoir ici toutes ces zones de recouvrement actine-myosine. Un autre élément qu'il va falloir connaître, c'est de comprendre donc ici les fibres d'actine. On les a déjà vues avant en physio, hein, dans les différentes descriptions des fibres. La myosine, par contre, on ne l'avait pas encore vue. La myosine, ce qui est important, c'est de comprendre qu'elle a une sorte de tête ici et que cette tête va venir s'accrocher à l'actine. Elle s'accroche à l'actine et je vous ai dit, elle va avancer dans un mouvement comme un rameur, c'est-à-dire qu'elle va aller s'accrocher, tirer, se lâcher, s'accrocher, tirer, se lâcher. Ici, pour qu'elle puisse s'accrocher, il va falloir un élément particulier. Donc, l'actine telle qu'elle, elles ne sont pas toujours contractées les unes aux autres. Hein. Actine et myosine ne sont pas constamment accrochées. Pour s'accrocher et pour se relâcher, elles ont besoin premièrement d'énergie, l'ATP, hein, qui permet effectivement ce mouvement de cette tête et surtout l'attache, mais le détachement aussi. On verra d'ailleurs que la rigidité cadavérique vient du fait justement qu'il n'y a plus d'énergie et donc que ça reste accroché. Donc il faut de l'ATP pour détacher, mais il faut cette zone d'accroche. La contraction musculaire, elle n'est pas constante. On peut être détendu au niveau des muscles et donc en réalité, lorsqu'il n'y a pas de contraction, c'est tout simplement parce que la myosine n'est pas accrochée à l'actine. Pour que la myosine ne soit pas accrochée à l'actine, en réalité, c'est parce que les zones d'accroche sont protégées, comme s'il y avait un capuchon sur cette zone d'accroche. Ce capuchon, ça s'appelle la troponine. La troponine vient protéger la zone d'accroche entre actine et myosine, ce qui fait que la myosine ne sait plus s'accrocher. Qu'est-ce qui va venir retirer ce capuchon? Eh bien, c'est tout simplement le calcium. Je vous avais dit dans le système nerveux qu'on allait voir que le calcium avait un rôle important au niveau du système musculaire aussi. Et donc on avait vu que au niveau de la synapse, donc si vous vous souvenez, quand on avait un influx nerveux, on avait l'ouverture de certains canaux à sodium et à potassium, mais qu'au niveau du bouton terminal du nerf, on avait principalement du calcium qui rentrait.
Alors, avant de faire ça, voilà, je vais revenir à ce schéma-ci. Donc, si vous vous souvenez, on avait une entrée de calcium ici, au niveau du nerf, de la terminaison nerveuse, et qui allait permettre aux vésicules de fusionner, hein, le mouvement des vésicules. Et je vous ai dit, le calcium, il a un rôle dans pas mal de mouvements. Eh bien, il a aussi un rôle ici dans la contraction musculaire. On va voir que effectivement, c'est bien la libération du calcium dans la cellule ici musculaire, dans la myofibrie. Ok, hein, et ici plus précisément ça c'est la myofibrie, et ici c'est un sarcomère. C'est la libération du calcium qui va permettre de désactiver la troponine, donc de retirer le capuchon si vous voulez de l'actine, et permettre du coup à la myosine de s'accrocher à l'actine, ici. Donc ça va retirer cette protection et ça va permettre à l'actine de s'accrocher à la myosine et de commencer son mouvement de rameur. Ok ? Donc, première propriété du muscle, déjà il est extensible, il est élastique et il a un certain tonus. On va voir que on peut donc, il est excitable et c'est ça qui va donner cette contraction. On peut le contracter, ok ? Alors, ici justement par rapport à cette contraction, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir deux types de contractions. Hein. On va avoir les contractions isométriques et isotoniques, ok ? Alors, isométrique ou isotonique, isométrique, ça veut dire qu'il n'y a pas de raccourcissement du muscle. C'est ce qu'on va avoir quand on a quelque chose qui se contracte. Si vous tendez les bras, par exemple, ou que vous portez un sac de course, voilà. Si vous revenez de vos achats avec un sac de course, eh bien, on est dans de l'isométrique. Ok ? Et isotonique, c'est quand vous soulevez un poids, par exemple un haltère. Là, on est dans de l'isotonique. Il garde la contraction, mais il est contracté, donc il rétrécit de taille. Il n'est plus isométrique. Métrique comme le mètre. Hein. Donc c'est une certaine taille. Isométrique, ça veut dire qu'il garde la même taille. Isotonique, ça veut dire qu'il garde une contracture, mais par contre, il a diminué de taille. Il ne maintient pas sa taille. Ok. Alors pour ceux qui cherchent où est-ce que je suis dans le syllabus, on est toujours dans le premier syllabus en physio, puisque le deuxième syllabus, il y a une partie qu'on a déjà vue en bio. Mais donc on est bien autour de la page... donc 96 pour tout ce qui était description des muscles striés et muscles lisses avec 97. Et ensuite, ici, on va avoir étude de la contraction musculaire. Elle se situe au niveau de la page 99. Ok. Le haut de la page 99 avec le stimulus, la réobase, la chronaxie, tout ça, vous ne devez pas connaître. Mais je vous demande de bien comprendre comment, donc ce que je vous explique maintenant dans les PowerPoint, c'est-à-dire comment est-ce que se passe la contraction musculaire. Le schéma de la 99A, vous devez connaître. Et à partir de la page 100, vous devez lire et comprendre bien toutes ces éléments, parce que c'est ce que je vous explique ici. Premièrement, l'excitabilité de la fibre nerveuse et de la fibre musculaire. En réalité, le titre est incomplet. Donc, regardez ici, on a dans une première partie, ici, le potentiel d'action. OK. Et donc, on va avoir donc, comment est-ce que l'élément va être, le muscle en l'occurrence ici, la myofibrie et donc plus précisément le sarcomère va être contracté. Ok. Et donc on va voir que en fait entre ici, le pic qu'on va avoir, il va y avoir un temps de latence entre l'arrivée du signal donc d'un neurone au muscle. Donc là, c'est l'arrivée au niveau de la synapse. Et donc, c'est la cellule musculaire qui reçoit cette différence de potentiel de la même manière que la synapse neuronale. Donc, on a bien un influx électrique qui arrive, du calcium qui rentre, les vésicules qui viennent fusionner avec le bouton terminal et du coup, excrétion des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Ces neurotransmetteurs viennent atteindre la fibre musculaire cette fois-ci et à nouveau on a ouverture des canaux, donc c'est la même chose qu'on voit dans le neurone. La seule chose c'est qu'on a ouverture des canaux et on va voir qu'il y a une chaîne de réaction qui cette fois-ci est différente. L'idée du muscle, ça n'est pas de continuer l'influx nerveux, c'est de se contracter, donc ça n'est plus la même chose. Il ne transfère pas un message nerveux, mais cette fois-ci il reçoit le message et il l'interprète sous forme d'une contraction musculaire ou d'un relâchement, c'est selon. Donc ici, on a justement cette arrivée et cette variation du potentiel au niveau de la fibre musculaire. Donc on a un changement de potentiel aussi, comme dans la fibre nerveuse. Et on va voir qu'il y a un temps de latence et que peu de temps après, on va avoir un raccourcissement de la fibre musculaire. Donc on a ce sarcomère qui se contracte, les deux lignes Z qui se rapprochent. Ok, avec un petit décalage. Donc ça veut dire qu'il va recevoir un potentiel
et ensuite il se contracte. Donc ça veut dire qu'il doit se passer quelque chose entre ces deux étapes. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Que se passe-t-il dans la fibre musculaire entre l'arrivée du signal de potentiel, donc la variation du potentiel de la fibre musculaire et sa contraction. Donc si on regarde ici, on voit qu'effectivement, on va avoir de nouveau ces neurotransmetteurs. Ici en l'occurrence, par exemple, on vous donne l'exemple de l'acétylcholine. Okay. Cette acétylcholine, elle va à nouveau être dans la fente entre le neurone et le muscle, et à nouveau, elle va ouvrir ou fermer, des canaux à potassium ou à sodium. Ok. En l'occurrence ici, ça va faire rentrer du sodium en l'occurrence et sortir du potassium, et donc on a de nouveau une variation du potentiel ici de la cellule musculaire. Cette variation de potentiel, qu'est-ce qu'elle va avoir comme impact? Eh bien, on va avoir ma membrane qui est, comme la cellule nerveuse, à plus ou moins 90 millivolts, qui va remonter petit à petit vers plus 30 millivolts. Ok, donc on a exactement comme d'un neurone à un autre neurone, sauf qu'ici c'est au niveau de la cellule musculaire, donc c'est ici qu'il y a une différence de potentiel qui se forme. Ok, alors le fait ici qu'il y ait cette différence de potentiel, on va le voir, et bien en fait, cette différence de potentiel qui a été créée ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer ici par les tubules T, qui sont typiques des cellules musculaires, et en fait, elle va aller ici, au niveau du réticulum endoplasmique, et on l'appelle ici le réticulum sarcoplasmique, c'est juste parce que c'est typique musculaire, sarcoplasme c'est pour les cellules musculaires. Et donc du coup, en fait, l'arrivée de ce potentiel va rentrer dans la cellule et il va induire cette fois-ci non plus un nouveau potentiel comme dans un neurone, mais il va induire, par contre, comme à la fin, comme ce qu'on a vu ici à la fin du bouton terminal, il va induire la sortie du calcium. Et donc ça veut dire qu'on avait vu en biologie qu'effectivement on avait dans certaines zones des réserves de calcium. Et bien ici dans le réticulum, ces réserves de calcium, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont sortir dans le cytoplasme. Donc ça veut dire qu'elles sont ici isolées dans le réticulum sarcoplasmique. On a des grosses réserves de calcium. Et lorsque on reçoit un influx nerveux, ça envoie un potentiel qu'on a vu, la même chose que dans la fibre nerveuse. Et donc il y a ce potentiel, et arrivé ici, ce potentiel va induire la libération du calcium. Ce calcium libéré va aller s'accrocher à ce qu'on avait vu avec la troponine. Et donc il va s'accrocher à la troponine et va donc libérer la troponine. Il va s'accrocher à la troponine et la troponine va libérer l'actine et permettre à la myosine de s'accrocher sur son site d'accroche. Elle s'accroche et qu'est-ce qui se passe? Elle commence son mouvement de rameur. Résultat, on va avoir en plus du calcium, il va y aussi avoir besoin d'ATP et donc on va avoir ici justement, première chose, on va avoir de l'ATP qui se transforme en ADP plus P, donc qui se casse à cet endroit-ci. Donc ça c'est de l'ATP, ADP et un P, ça fait ATP, ça fait 3P. Diphosphate et phosphate, ça fait bien triphosphate. Et donc ça se casse, et ici, pouf, ça permet à la myosine de se fixer. Ok? Ensuite, il va y avoir un mouvement de glissement, comme le rameur, ce que je vous disais, et donc ça tire cette partie ici, ça tire tout l'élément vers la gauche, et donc on a la fibre ici, qu'on ne voyait pas, mais donc qui était ici, l'avancement de cette fibre. Sans ATP, ça reste accroché, et donc on a une tétanie justement, c'est ça qui va donner la rigidité cadavérique. Parce que pour s'accrocher, il faut de l'ATP, mais pour se détacher, il faut aussi de l'ATP. Donc ça a contracté, ça a avancé, et puis il se détache. Et qu'est-ce qui va se passer? Encore de l'ATP, il va venir se raccrocher un peu plus loin, tirer, se raccrocher un peu plus loin, tirer. Et c'est ce mouvement de rameur qui va créer la contraction. Il faut donc de l'ATP pour une contraction, et il faut du calcium. Parce que si le calcium n'est pas là, eh bien ici, il y a la troponine qui bloque l'accroche. Ok, donc il faut du calcium pour retirer le capuchon à la troponine, donc retirer la troponine de l'actine et permettre à la myosine de s'accrocher. Et ensuite, il faut de l'ATP pour que ça s'accroche et que ça se détache.
Ok, donc ça, c'est la contraction musculaire. Un signal d'un neurone. Ici, de nouveau, une dépolarisation de la membrane qui va induire la libération du calcium. Le calcium qui s'accroche à la troponine et donc qui libère